Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, ça se passe sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper si vous pouvez vous le permettre. Aujourd'hui on revient sur le plus gros projet de Naughty Dog, The Last of Us 2, un gros blockbuster digne des Uncharted 3 et 4. Bien évidemment, comme vous avez pu le voir dans le titre, on est sur un tog d'analyse et critique, comme j'aime en faire après avoir fini un jeu récent, donc forcément ça va spoiler, vous êtes prévenus. Je vous ai déjà parlé de The Last of Us très récemment sur la chaîne et on continue avec cette grosse vidéo pour boucler la boucle avant de la rouvrir pourquoi pas dans quelques années avec un troisième opus. Naughty Dog avait présenté ce second épisode comme leur plus gros projet et clairement ils proposent une histoire et un gameplay encore plus poussé que le premier. L'un des seuls gros reproches que l'on peut peut-être faire sur le jeu, c'est qu'il ressemble un peu trop à Uncharted 4 et j'y reviendrai dans le gameplay. Avant d'attaquer, je tiens à préciser certaines choses par rapport au fait que le jeu serait soi-disant transphobe et trop pro-LGBT à la fois. Bon, déjà il y a comme un problème, les deux reproches sont un chouïa contradictoires. Alors transphobe parce qu'à la base le personnage d'Abby et son rôle en début de jeu étaient fortement leakés, et donc l'apparence physique du personnage, à savoir une femme avec un corps très musclé, des bras énormes, ces caractéristiques ont fait que beaucoup ont pensé à un personnage trans, et vu le contexte où elle est présentée comme l'ennemi principal du jeu, ça aurait fait de Last of Us 2 un jeu transphobe avant même qu'il ne sorte. Bien évidemment Abby n'est pas trans, c'est juste une femme très musclée, mais c'est une bonne chose je trouve. Les femmes musclés ils sont donc représentés de manière plus que glorieuse dans un énorme jeu blockbusters, c'est pas rien. Je vais pas faire le mec progressiste de ouf, mais je suis personne pour juger. Les femmes musclées existent et bien que ce soit pas un physique qui m'attire, je respecte, et en plus j'ai énormément apprécié le personnage d'Abby. Le comble dans tout ça, c'est qu'il y a bien un personnage trans dans The Last of Us 2, Lev, qui est à la base une petite fille du nom de Lily, mais a choisi de se raser le crâne et de se définir comme un garçon en changeant de prénom. Un acte que les Séraphites condamnent et même sa propre mère ira jusqu'à menacer la vie de son enfant. Lev qui finira par la tuer de façon accidentelle. Mère de l'année. D'ailleurs l'acteur qui joue Lev est lui-même un trans qui se définit comme un homme pansexuel. Donc voilà, The Last of Us 2 est très loin d'être transphobe, bien au contraire. Lev est un petit personnage plus qu'appréciable et de plus très badass. En ce qui concerne l'aspect soi-disant trop pro-LGBT, ça, on va pas se mentir que c'est dû à énormément d'homophobes en général et surtout à un nombre incalculable de personnes qui prennent l'histoire en cours de route. Le premier épisode a 7 ans maintenant et que ce soit dans le jeu en lui-même ou dans son DLC, il est plus que clair qu'Ellie est lesbienne. Si tu te plains de ça maintenant, c'est que vraiment t'as rien compris au premier ou alors que tu ne l'as pas fait du tout simplement. Dans les deux cas, c'est assez lamentable, on va pas se le cacher. Alors oui, dans cet opus, on insiste sur la sexualité d'Ellie, normal, c'est le personnage principal de l'histoire avec Abby. D'ailleurs, au début du jeu, quand Ellie et Dina font l'amour, la scène est cutée, alors que la scène de sexe avec Abby, qui elle est pour le coup hétéro, là, pas de cut. Il n'y a pas de censure. On voit le petit nibar d'Abby, on la voit se faire prendre en le au calmus. Naughty Dog, c'est clairement censuré par rapport à Ellie et Dina, donc encore une fois, les détracteurs sont dans le faux et ne finissent visiblement pas l'histoire avant de dire de la merde. Donc voilà, The Last of Us 2 n'est pas transphobe et n'est pas pro-LGBT. Il met autant en avant un couple lesbien qu'un couple hétéro, et l'histoire entourant Lev qui est trans est très secondaire. Last of Us n'est pas un jeu destiné aux enfants, donc sans plaindre, c'est vraiment être daté par rapport à ces dernières années, où l'acceptation, la tolérance envers les personnes trans, homosexuelles et autres n'est plus vraiment un si gros tabou que ça. Je trouve que Naughty Dog a fait un beau travail à ce niveau-là dans son histoire. Et ne me dites pas que cet aspect prend trop de place. Abby est autant le personnage principal de l'histoire qu'Ellie, et elle est bien hétérosexuelle. Et Joel, la figure paternelle de l'histoire, l'est aussi. Tommy est sa femme, etc., etc. Le jeu considère et met en avant des personnages aux diverses sexualités, mais il n'est pas pour autant pro-LGBT. Je tenais vraiment à pointer du doigt ce sujet pour ne pas avoir à y revenir par la suite dans la vidéo.
Ce second opus nous propose un gameplay plus riche que celui du premier. Au niveau des armes, dans le premier on en avait 9, dans le 2 on en a 12. Elles sont réparties entre les deux personnages d'Abby et Ellie. Abby a un gameplay vraiment bourrin, très militaire énervé, tandis qu'Ellie est plus dans un esprit infiltration, discrétion. Ça se ressent dans leurs armes mais également dans leurs objets craftables. Par exemple, Ellie peut fabriquer des grenades incapacitantes et des pièges explosifs, tandis qu'Abby a des tuyaux explosifs qu'elle peut jeter directement comme les cocktails Molotov qui sont dispo pour les deux. Et ce que j'ai vraiment aimé avec Abby, c'est le fusil de chasse et ses cartouches incendiaires. Ça rigole zéro. Le sac avec ses manuels d'entraînement qui permettent de débloquer des compétences et des nouvelles recettes de craft était hyper agréable et franchement bien plus fourni que le premier opus. Les ressources n'ont pas changé, les médicaments pour augmenter des compétences et les boulons qui servent de monnaie pour augmenter les armes dans les établis également toujours présents. En parlant de ça, une fois qu'on passe à Abby en moitié de jeu, le fait d'avoir beaucoup de boulons et médocs sur les niveaux m'a pas mal fait tilter. Avec Ellie c'est la galère au niveau de ces ressources là, mais avec Abby c'est la foire à la saucisse. Alors certes ça peut saouler, mais comme me le faisait signaler le poteau Zonar pendant qu'on jouait, c'est sûrement voulu, fait exprès pour avancer plus rapidement dans les arbres de compétences et amélioration d'armes, pour ne pas être à la ramasse. Et j'ajouterais aussi qu'en plus Abby affronte sûrement les plus grands dangers durant le jeu, entre les scars dans la forêt, le bâtiment moitié flingué rempli de zombards, de puants, de rôdeurs et de claqueurs, pour ensuite après être arrivé à l'hôpital et se retrouver dans le sous-sol de ce dernier pour y affronter le gros boss du jeu. Mine de rien, heureusement qu'on avait plus de ressources tout au long des 3 jours avec Abby. Les moyens de transport, bien évidemment la grande majorité du temps on était à pied, mais on a aussi eu le cheval paillette au début de Seattle avec Ellie et Dina. Et plus tard on a la barque avec moteur qui nous permet de nous déplacer dans la partie inondée de Seattle. Alors le gameplay avec le cheval, j'ai pas senti de grande différence comparé aux autres opus. D'ailleurs les coups des obstacles à sauter sont toujours présents comme dans le premier. Ça aurait été intéressant d'apporter un peu de nouveauté, même si le cheval ne fait pas long feu, c'est vrai. Ça va. Salut mon pote. C'est inadmissible. Et la barque à moteur, très simple d'utilisation, j'ai pas mal apprécié ce moment dans le Seattle inondé. Je regrette seulement que le mode photo ne soit pas ouf quand t'es en barque. Parlons du bestiaire. Dans ce second opus, on a toujours les classiques coureurs de base qui sont les plus faciles à tuer mais peuvent être très redoutables de par leur nombre parfois affolant, que ce soit en début de jeu avec Abby ou encore au métro avec Ellie et Dina. Les claqueurs, bien évidemment, toujours aussi imprévisibles dans leurs mouvements. Parfois tu sens que t'es bon, tu peux y aller et bam, ils se retournent au dernier moment et c'est foutu. Les rôdeurs toujours aussi fourbes, quasiment indétectables car très silencieux, c'est vraiment ceux-là qui m'ont foutu le plus les jetons, tellement que le plus souvent possible je courais comme un lâche pour les éviter. Les colos, c'est pas des puants chez Chounet. Les colos qui dans le premier faisaient office de boss et aussi dans ce second opus font parfois office de boss. Les nouveaux infectés de cette partie 2 ne sont que 2 pour le coup. Les puants qui donc envoient des spores sont assez résistants et une fois achevés ils explosent en lâchant encore des spores autour d'eux. Et enfin le boss en dessous de l'hôpital que je vais appeler Abomination, parce qu'au moment où j'écris la vidéo je n'ai pas trouvé de nom officiel. Alors à l'Abomination je trouve que ça lui va bien, un espèce d'amas d'infectés qui te one shot si tu te fais choper. J'ai dû dépenser quasi toutes mes munitions et mes grenades pour en venir à bout. J'ai bien aimé le fait qu'à force de l'amocher ils perdent des parties d'infectés qui ensuite peuvent attaquer indépendamment. Alors bien sûr ça ne fait pas énormément de nouveautés au niveau des infectés, mais tout au long de l'histoire ils ont été exploités à merveille. J'ai chié dans mon froc à plusieurs reprises, que ce soit dans le métro, la horde au début dans la neige ou les jumpscares de l'infini quand t'ouvres des chiottes ou dans une pièce random comme un innocent. L'ambiance, les sons, les musiques utilisées durant les phases contre les infectés te mettent absolument dans le mal. À regarder au loin ou en vidéo let's play, c'est sûr que ça fait pas grand chose, mais vivre les événements devant sa télé manette en main, avec pourquoi pas un casque pour un maximum d'immersion, je peux vous dire que ça tâche un peu le slibard. Donc un grand bravo aux équipes de Naughty Dog, je trouve qu'ils ont largement réussi le boulot au niveau de la tension, du stress. Clairement c'est bien les seuls jeux type horreur que j'accepte d'endurer pour la bonne et simple raison que l'histoire est juste dingue. Mais les infectés ne sont pas les seuls ennemis du jeu. Il y a bien sûr les humains, les groupes que l'on s'amuse à tuer par dizaines à Seattle. Les Scars Séraphites, les Wolves, que j'avais bien fait d'appeler Wolves sur ma vidéo de début juin du coup, et les Crotales. Les Wolves sont lourdement armés et ont des chiens pour nous pister, ce qui force les confrontations je trouve. À vous de juger si c'est bien ou mal. Perso tuer des chiens ça m'a un peu brisé le cœur, et rip et Alice. Tandis que les Scars sont au début très sneaky à base d'arc et flèches en mode énervé, puis avec le temps eux aussi ont des armes à feu, mais toujours avec ce côté sneaky. D'ailleurs le coup des sifflements m'a vraiment surpris. Le fait que ce soit leur moyen de communication quand ils te repèrent sans avoir à se parler, j'ai trouvé ça très perturbant et à la fois très intelligent du coup. Et enfin les Crotales, qui sont les ennemis que l'on rencontre à Santa Barbara dans la dernière partie du jeu. Les Crotales sont comme les Wolves, lourdement armés, mais ont la particularité de garder captifs des infectés, histoire de maintenir leur emprise sur leurs esclaves humains. Une particularité qui leur fera défaut, puisqu'en s'infiltrant chez eux, on peut s'amuser à relâcher les infectés
infectés qui s'attaqueront à eux. Toutes ces menaces regroupées autour des deux histoires de vengeance forment les obstacles nous barrant la route pour aller découvrir la suite. C'est ça qui m'a motivé à passer certaines phases vraiment dures niveau peur tout simplement. Avant de finir cette partie gameplay en beauté avec le mode photo, il est plus qu'important d'être objectif et de vous donner les deux défauts du jeu, selon moi bien évidemment. Alors, le monde semi-ouvert du début à Seattle, ce moment était vraiment sympa à jouer, le fait d'avoir plusieurs endroits, immeubles, magasins à looter ou nettoyer, c'était plus que plaisant, mais c'est le seul et unique moment du genre, et je trouve ça très dommage parce que les promos et les gameplays du jeu nous vendaient quand même beaucoup ce côté-là. Ça aurait été intéressant de revoir ce genre de monde semi-ouvert, par exemple sur l'île d'Escar, ou bien à Seattle au moment de la forêt dans la nuit quand on joue à Abby, histoire que les deux personnages aient eu le droit à un monde semi-ouvert. Mais le plus gros reproche que j'aurais à faire, c'est la trop forte ressemblance avec Uncharted dans le gameplay, le 4 en particulier. Soyons très clairs, je trouve que l'incorporer à The Last of Us est une très bonne idée, mais au début je n'ai fait que dire que les gameplays se ressemblaient un peu trop. Les fameuses énigmes ultra faciles, comme par exemple les codes des coffres qui sont trouvables très souvent dans la même pièce, et les câbles qui permettent de connecter du courant ou pour escalader, mais également les phases de shoot en course-poursuite qu'on a pu vivre à plusieurs reprises dans le Uncharted. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je trouve la ressemblance trop frappante, j'aurais aimé plus de nouveautés. La seule et unique nouveauté, que pour le coup je salue plus que fortement, c'est le fait de pouvoir s'allonger et de se cacher dans les hautes herbes, mais de manière plus réaliste. Parce qu'on va pas se le cacher, le fait d'avoir plein de jeux avec des hautes herbes qui te rendent totalement invisible même relativement près des ennemis, c'est pas ouf. Naughty Dog a vraiment soigné cet aspect, on a des herbes assez courtes, où l'on n'est pas visible de loin en étant allongé, et les classiques hautes herbes où l'on est accroupi. Du coup je pense et j'espère que ce nouvel aspect de gameplay sera pris en compte par des jeux comme Assassin's Creed ou le prochain Horizon. Donc pour finir sur le gameplay, le mode photo. Chapeau à Naughty Dog qui ont fait l'effort d'implanter un mode photo un peu plus évolué que dans les précédents jeux. Celui de la collection Trilogy sur PS4 était vraiment pas ouf, et celui d'Uncharted 4 était déjà mieux foutu, mais celui-là de The Last of Us 2 ressemble enfin à un mode photo classique. Un de ses défauts, ceci dit, c'est le fait que cacher l'HUD retire le fait de pouvoir jauger le réglage sur lequel on était avant de retirer l'HUD. Par exemple dans Horizon Zero Dawn, il est possible de retirer l'HUD et en même temps de toujours manipuler les paramètres histoire d'avoir un meilleur aperçu de ces réglages. Et également les déplacements de caméra sont assez spéciaux, le joystick gauche pour les haut, bas, gauche, droite, le joystick droit pour les déplacements 360 degrés autour du personnage et enfin les L2, R2 pour le zoom des zooms. Mais à force on s'y fait. Je me suis grandement amusé et pris un max de plaisir à prendre des photos sur ce jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenté pas mal de choses. Il y a cette suite de photos que j'aime beaucoup dans le métro avec Ellie et Dina au moment où la horde nous poursuit. Le noir et blanc est vraiment parfait pour ces clichés là. Et bien d'autres, j'en ai pris pas mal en couleur aussi, mais c'est vraiment le noir et blanc qui pour moi marche bien avec Last of Us. Je ne vous montre pas tout dans cette vidéo. Si vous voulez tous les autres clichés, je vous invite à rejoindre mon Instagram sur lequel je poste tout le temps des photos de jeux. Vous y trouverez aussi du Horizon Zero Dawn, du Assassin's Creed ou encore du God of War. Et en mi-juillet avec la sortie de Ghost of Tsushima, il y aura d'autres photos. Étant donné que le jeu va proposer un mode photo vraiment incroyable avec la possibilité de faire aussi des vidéos un peu spéciales, j'ai hâte d'y être. Donc rejoignez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Qui choisit de sauver Ellie plutôt que la laisser mourir pour créer un vaccin. Un choix d'une importance particulière puisque ce faisant, Joel ment à Ellie. Cette dernière qui devine qu'il ment, le fait jurer et malgré tout accepte la situation. Vu le passif de Joel, Ellie a sûrement compris pourquoi il ne pouvait pas l'abandonner. Quoi qu'il en soit, le poids de ce mensonge sera sûrement toujours présent dans ce nouvel opus. Te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin.
Je sais pas ce qui m'a pris. Elle voulait donner un sens à son immunité. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leurs tests. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par Ellie. trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Je t'interdis de me toucher, compris? Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien.
L'histoire de Last of Us 2 commence avec cette énorme intro où l'on découvre la nouvelle vie de Joel et Ellie à Jackson. Une grande ville avec beaucoup d'habitants, la vie d'avant est plus ou moins revenue à la normale. Je trouve que cette ville représente quelque part la paix, la chance que Joel a voulu pour Ellie. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, au travers des flashbacks, on se rend bien compte que ce dernier était plus que protecteur avec elle, que ce soit en lui cachant la vérité sur les Lucioles ou en cherchant à ce qu'elle ne s'investisse pas trop dans les patrouilles, qui ont pour but de maintenir la ville de Jackson à l'abri des infectés. Le fait que le premier moment jouable soit avec Joel, ça m'a clairement fait plaisir. On enchaîne sur Ellie pour ensuite contrôler l'autre personnage principal de ce second opus, à savoir Abby. Ces enchaînements nous amènent à la scène du chalet. Excepté une fois au chalet. Bien évidemment, je ne remercie pas les abrutis finis qui ont passé les derniers mois à spoil la mort de Joel sur tous les chats de live PlayStation ou autres lives concernant le monde du jeu vidéo. Mais j'avais beau avoir lu que Joel meurt, la scène, comment elle est amenée, tout ça a été tellement bien foutu que j'ai quand même été étonné, mais surtout bien pris dans le moment. C'est un moment horrible à vivre, le coup de fusil sur son genou, bon Dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Quand Ellie débarque, se retrouve clouée au sol, qu'elle voit Joel en sang, c'était d'une intensité rare et qu'on n'est pas prêt d'oublier. La vengeance d'Abby sur Joel, c'est ce qui va motiver Ellie à poursuivre son groupe à Seattle pour se venger à son tour, et c'est là que débute le cercle infernal de la haine, le tourbillon qui ne cessera qu'à la toute fin du jeu. Cette partie autour de Jackson a été vraiment incroyable, on replonge doucement mais sûrement dans l'univers avec la patrouille d'Ellie et Dina, avant que ça pète avec la scène où Abby se retrouve face à une horde en pleine tempête de neige, et se voit être aidée par Joel et Tommy. Le fait que les deux l'aient aidé pour finalement se retrouver en mauvaise posture au chalet, et qu'Abby le tue alors qu'il lui avait quand même sauvé la vie plus tôt, ça démontre à quel point cette vengeance était plus qu'importante pour Abby. Mais au début, n'ayant pas plus d'infos que ça sur elle et son groupe, on se pose mille et une questions sur le pourquoi. Pourquoi ils ont voulu tuer Joel en particulier? Pourquoi ils ont laissé la vie sauve à Tommy et Ellie? Du coup, en plus de suivre le désir de vengeance, on cherche aussi à comprendre les raisons de cet acte. Donc l'aventure commence vraiment avec les 3 jours à Seattle du point de vue d'Ellie. Le début donc avec le monde semi-ouvert, on cherche à pister les Wolves, pister Abby, on finit par tomber sur des Wolves, on cherche des indices et en se faisant poursuivre par des Wolves, on finit dans les métros pour faire face à une horde, une scène vraiment intense également. Le théâtre où Dina avoue à Ellie qu'elle est enceinte et donc de fait moins disposée à continuer de barouder dehors et finit par trouver le moyen d'un peu mieux localiser Abby et son groupe grâce à la radio. Un coup de guitare dans le théâtre et hop, premier flashback 3 ans plus tôt dans le musée avec Joel pour l'anniversaire d'Ellie. Et quel cadeau, offrir à Ellie l'audio du décollage d'Apollo 11, elle qui rêve d'un jour aller sur la lune. Ce moment dans le cockpit est sublime, on sent l'amour père-fille qu'il y a entre les deux personnages. J'ai grandement apprécié ce moment parce que tu vois, tu comprend son point de vue quelque part. Pourquoi Joel a fait ce qu'il a fait. Ensuite le jour 2 où Ellie part en solo à la recherche de Tommy. En chemin elle croise en fait Jesse qui a finalement lui aussi pris la route et cherchait à retrouver Ellie et Dina. Entre temps on a un nouveau flashback, cette fois-ci 2 ans plus tôt, avec Tommy. Ellie s'entraîne au tir sniper, ils rejoignent Joel. Ellie part avec lui pour une patrouille où ils finiront par se faire quelques infectés, dont un colosse en guise de boss, et ça se finit sur une conversation plus qu'intéressante entre les deux, puisque c'est à partir de ce moment que les tensions commencent. Il découvre des habitants de Jackson morts bêtement parce que mordus par des infectés. Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leurs tests. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. On sent bien que malgré qu'encore une fois Joel ment, Ellie a une certaine dissidence qu'elle n'avait pas. Elle devient moins naïve et a vraiment cherché à tirer les vers du nez à Joel. Retour au présent, Ellie part à nouveau solo pour l'hôpital du coin car Dina, grâce à la radio de l'étage, arrive à tirer l'info qu'Abby y serait passée. En chemin, on fait la rencontre pour la première fois des Scars. Et quelle rencontre! Le coup de la flèche et des sifflements, comme j'ai pu le dire dans la partie gameplay, était très perturbant. Et pendant quelques secondes, on se demande mais qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'ils avancent droit sur nous. Une fois passé les
l'escar, on arrive à l'hôpital. Discussion avec Nora, discussion encore une fois plus qu'intéressante puisqu'Ellie découvre que Nora est une luciole. Cette dernière insiste sur le fait que les lucioles n'existent plus. Elle fait également mention du fait que Joel méritait ce qui lui est arrivé au vu de toutes les personnes qu'il a tuées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là du jeu, on ne sait pas qu'Ellie et Joel ont eu la discussion où il avoue à Ellie ce qu'il a fait à l'hôpital des lucioles. Le jeu nous dévoile tout au fur et à mesure. Les révélations qui amènent plus en plus de nuances au conflit du jeu, de l'histoire. Ellie rentre au théâtre entaché de sang de Nora, Dina s'occupe d'elle, Ellie dans le mal après son massacre nous offre cette fois-ci un flashback 2 ans plus tôt. Ellie retourne à l'hôpital de Salt Lake pour trouver des indices où elle trouve une cassette avec le témoignage d'une luciole, parlant de ce qui s'est passé, du fait que certaines lucioles étaient parties à leur recherche, mais que même s'ils retrouvaient Ellie ou une autre personne immunisée, ça ne servirait pas à grand chose puisque la seule personne à pouvoir créer un vaccin est morte. Et là, ultime confrontation. Joel débarque, prend Ellie dans ses bras, il a eu peur pour elle, qu'elle soit partie sur un coup de tête sans le prévenir, mais Ellie l'enchaîne. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Fabriquer ce vaccin, ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Je t'interdis de me toucher, compris? Voilà la réaction qui a hanté Joel pendant toutes ces années, où il a préféré mentir. Il savait très bien qu'Ellie allait réagir comme ça. On voit à sa tête qu'avant de dire la vérité, il le sait d'avance. Un deuxième jour vraiment intéressant qui finit sur un flashback qui nous montre qu'elle sait ce qu'a fait Joel et que malgré tout, elle se battra quand même pour lui, pour le venger. Ellie aime Joel vraiment comme si c'était son père. Le jour 3 avec Ellie démarre sur le départ avec Jesse direction l'aquarium, l'objectif étant de retrouver Tommy et de retourner à Jackson. Sauf qu'en cours de route, Ellie préfère choisir d'aller au bout jusqu'à l'aquarium où Abby devrait être, plutôt que de changer de direction pour aller rejoindre Tommy. À ce moment-là, Jesse, voyant qu'Ellie va trop loin, décide de la laisser toute seule et préfère aller récupérer Tommy. On se tape toute la phase dans la côte de Seattle inondée avec la barque comme moyen de transport. Une fois arrivé à l'aquarium, les choses vont partir encore plus en couille qu'elles ne l'étaient déjà avec le massacre de Nora. Ellie tombe d'abord sur Alice, pauvre chienne, et ensuite débarque pendant que Owen et Mael s'engueulent par rapport à Abby. Ellie veut simplement qu'il lui dise où se trouve Abby, et comme d'hab, ça tourne mal. Ellie plombe Owen quand ce dernier cherche à la désarmer et plante son couteau dans la gorge de Mael. Ellie cherche une ultime fois à faire parler Owen, ce dernier sort. Où elle est, putain? Et là, c'est le drame. Ellie se rend compte que la femme qu'elle vient de planter était enceinte. On sent qu'à ce moment-là, elle-même sait qu'elle a été bien trop loin dans son envie de vengeance, dans sa violence, tuer une femme enceinte quoi. À nouveau de retour au théâtre, Tommy et Jesse prévoient le chemin du retour. Ellie qui a décidé de laisser vivre Abby, de laisser tomber, sauf que le karma la rattrape. Abby s'est infiltrée dans le théâtre, plombe la gueule de Jesse et tient en otage Tommy. Ellie lui dit qu'elle sait pourquoi elle a tué Joel, que c'est elle qu'elle veut. Le souci, c'est qu'Abby est aussi en quête de vengeance puisqu'Ellie a tué ses amis. Et là, on est sur à peu près la moitié du jeu. On débute un nouveau flashback, mais cette fois-ci 4 ans plus tôt avec Abby. Et là, en plus de la mort de Joel, c'est sûrement le moment, le tournant qui n'a pas plu beaucoup aux fans, puisque c'est le moment où l'on va jouer Abby. C'est le moment où l'on va découvrir son histoire. Et quelle histoire! Via ce flashback, on voit que le père d'Abby est en fait le chirurgien qui devait opérer Ellie pour créer un vaccin. Si à la fin du premier jeu, on pouvait comprendre le geste de Joel et participer au massacre de l'hôpital pour sauver Ellie, pensant que les lucioles s'en foutaient d'eux, s'en foutaient de tuer une gamine, et bien avec ce flashback, on se rend compte que les lucioles sont des gens bien, mais qu'en plus Marlène se souciait vraiment du sort d'Ellie puisqu'elle ne voulait pas qu'elle meure. Elle aurait préféré trouver un autre moyen, mais le doc insiste bien sur le fait qu'étant relié au cerveau, c'est la seule manière de procéder. Et le fait que Marlène lui demande s'il aurait fait la même chose s'il s'agissait de sa fille, révèle de par son silence qu'il aurait certainement eu la même réaction que Joel, ce qui nous montre bien que les choix qui ont été faits à ce moment-là ont quelque part scellé la suite des événements. Joel tue énormément de lucioles qui se dressent sur son chemin, le doc Anderson et enfin Marlène. On voit Abby débarquer dans la salle de chirurgie quelques minutes après le passage de Joel et on a le drama, la scène qui fait qu'Abby part ensuite en mode poussage de fonte jusqu'à avoir les bras à Hulk et être en mesure de se venger salement de l'homme qui a tué son père, qui ne voulait que sauver le monde finalement. On retourne au présent avec le fameux Seattle jour 1 et là tu comprends que tu vas passer les mêmes 3 jours qu'à
qu'avec Ellie, mais du point de vue d'Abby. Et si j'ai eu un peu de mal au début, bah force est de constater que jouer Abby n'est pas déplaisant, rien que par rapport au gameplay, comme je le disais dans la partie gameplay justement. Le craft et l'augmentation des compétences et des armes augmentent plus vite, et les armes d'Abby font vraiment John Rambo qui part pour tout niquer. Donc bien qu'on y affronte beaucoup plus de dangers, bah quelque part c'est rassurant de jouer avec Abby plutôt qu'avec Ellie. On découvre l'univers d'Abby, la grande base des Wolves dans le stade, tout est vraiment bien foutu, on y croit à ce camp de survivants très organisé. Le coup du stade me fait un peu penser à celui durant la première moitié de saison 4 de Fear, mais bien sûr en beaucoup plus grand, avec plus de monde et surtout plus de moyens. Leur aspect militaire à base de stands de tir, de véhicules, armes et munitions à l'infini. On suit donc Abby qui part en mission avec Mel, Manny et Alice. Ils vont rejoindre la base de l'hôtel. Sur leur chemin, ils se font attaquer par un bon paquet de scars à cheval. Ils finissent le chemin à pince, passant par un chemin de fer, confrontation avec des scars encore une fois. Et une fois à l'hôtel, on commence doucement mais sûrement l'aventure d'Abby et on comprend que même elle a ses propres soucis. Elle va à la rencontre du big boss des Wolves, un certain Isaac, qui lui parle du fait que son ami Owen serait très possiblement un traître, qui se serait allié aux Scars. Abby veut pouvoir régler le souci avec Owen, vérifier si tout ça est vrai. Isaac ne veut pas qu'elle parte à sa recherche parce qu'il a besoin d'elle. Vu qu'il compte bientôt attaquer le territoire des Scars, on comprend qu'entre les deux factions il y a eu des temps de paix, mais qu'à force la paix est devenue impossible et qu'il fallait mieux partir en guerre. Bon, autant dire que c'est pas tout joyeux entre Wolf et Scar. Flashback 3 ans plus tôt, Abby et Owen sont près de l'aquarium dans la grande roue. On comprend que les deux sortent ensemble, qu'Abby a un peu le vertige et surtout que les sacs à dos sont apparemment étanches. Bon, je sais que c'est pas la première fois qu'on voit nos personnages aller sous l'eau avec leurs sacs, etc. Mais je sais pas, avec cette scène, je me suis vraiment questionné là-dessus. Alors que bon, on sait très bien que les sacs dans Last of Us, ils sont magiques quoi. Tu peux y ranger énormément d'objets et armes, surtout les cocktails Molotov, qui du coup, même après être passés sous l'eau, sont toujours opérationnels. Enfin bref, Owen et Abby finissent par découvrir, visiter l'aquarium. Le petit bisou et décident d'en faire un peu leur QG secret. On comprend donc comment dans le présent, Abby sait où trouver Owen. Manny nous ouvre la voie et nous voilà partis en de route encore, en solo, avec Abby direction l'aquarium. Mais le chemin n'est pas de tout repos puisqu'on passe par un territoire Scar. Ces derniers finissent par nous choper et nous assomment. On se retrouve en mode flashback 4 mois plus tôt où Abby va voir Owen à l'aquarium. Si au début on part un peu en mode fête privée de Noël, un peu en mode séduction chelou, malgré qu'Owen s'est mis avec une nouvelle femme depuis, eh bien on finit en mode opération vengeance où Abby a motivé les troupes pour aller suivre la piste de Tommy, frère de Joël, une ancienne luciole comme eux, qui serait potentiellement où se trouve Joël. Retour au présent, pendu en pleine nuit dans la forêt, les Scars s'apprêtent à nous éventrer, mais rentrent en scène Yara et Lev, qui débloquent la situation et permettent la fuite. Ce moment de nuit dans la forêt était ultra stylé et nous donnait une alliance improbable, celle d'une Wolf et de 2 Scars. Après avoir échappé à la forêt et ses dangers, Abby laisse Yara et Lev dans un mobil-home et on finit le chemin jusqu'à l'aquarium qui bien sûr est semé d'infectés à foison. Arrivé au bateau, on tombe bien sûr sur Owen en mode je bois pour oublier. Il nous raconte ce qu'il s'est passé pour lui, qu'il n'a pas trahi les Wolves, mais qu'il est fatigué de ces histoires de territoire à la con et dit qu'il veut partir avec le bateau pour Santa Barbara, un endroit où il y aurait des lucioles. Il est si fatigué qu'il compte laisser tomber Mel aussi, qui serait soi-disant plus en sécurité avec les Wolves. Petit conflit d'idéaux, de maturité, ça se pousse, puis ça se touche, et ça part en braseur catégorie femme bodybuildeuse. Donc si vous voulez voir un bout de sein bodybuildé, va falloir se refaire le jeu. YouTube, il en veut pas. Après leur affaire, Abby fait un mauvais rêve, voyant Yara et Lev pendus. Donc elle se motive à aller retourner les aider, elle les amène à l'aquarium, mais elle est arrivée entre temps et est donc dispo pour opérer Yara pour son bras qui est éclaté. Mais il faut le matériel pour, donc Abby part pour l'hôpital avec Lev, qui, étant anciennement Scar, connaît un chemin rapide pour rejoindre l'hôpital très rapidement. Le chemin avec lui est sympa, on découvre les raccourcis utilisés par les Scars, on comprend mieux l'histoire des Scars qui s'appellent réellement des Séraphites, on en apprend un peu plus sur leur religion et le fait que chez eux en interne, les successeurs de la femme prophétesse à la base de la religion chient un peu sur les principes de cette dernière. C'est ultra intéressant parce que tu te rends compte que c'est vraiment la merde partout, peu importe le camp où t'es. Au final, dans le jeu, la seule communauté qui semble saine, c'est celle de Jackson quoi. Avant d'arriver à l'hôpital, on se tape un bon bout de chemin dans les airs, le passage avec la grue est bien sympathique, ensuite le grand building à moitié éclaté qu'on doit descendre, et bien évidemment, il est rempli d'infectés. Une fois arrivé à l'hôpital, tu te dis tranquille, Abby va chercher le matériel, s'arranger avec Nora et salut mon pote. Mais en fait, Nora te dit qu'elle n'a plus le matériel nécessaire et qu'il faudra plutôt descendre dans les sous-sols de l'hôpital pour avoir la chance de trouver tout ça soi-même. Donc après avoir affronté des étages d'infectés, on se tape un sous-sol rempli jusqu'à un certain parking où l'on trouve une ambulance avec ce qu'il nous faut.
Autant dire que le slibard a pris une cartouche à ce moment-là. Un sacré moment avec Abby donc, où l'on se tape quand même le plus gros boss du jeu quoi. Une fois sorti des sous-sols, on retourne à l'aquarium, Mel ampute et désinfecte Yara. Abby refait un rêve et cette fois-ci elle voit son père, vivant, se tournant vers elle. Ce qui, je pense, nous montre subtilement qu'Abby a plus ou moins trouvé la paix. Seattle jour 3. Owen a proposé à Yara et à Lev de venir avec lui et Mel à Santa Barbara. Les deux Scars se prennent la tête parce que Lev veut rester à Seattle. Abby et Mel aussi ont une conversation un peu tendue où Mel rejette clairement Abby, ayant certainement compris pour elle et Owen. Après toutes ces tensions, Yara vient à Abby pour chercher Lev qui était pas mal remonté. Owen débarque et veut qu'Abby vienne avec lui, qu'il est amoureux d'elle, etc. Lev finit par prendre une barque à moteur et se tirer direction l'île des Scars pour aller rejoindre sa mère. Yara et Abby partent pour le récupérer, tandis qu'Owen reste avec Mel à l'aquarium pour réparer le bateau. Abby décide donc de rejoindre le port d'à côté en espérant y trouver de quoi naviguer jusqu'à l'île des Scars. Sur le chemin, on croise l'ami Manny qui se bat contre un excellent sniper qui aurait décimé toute son équipe. Bien évidemment, cet excellent sniper, c'est Tommy. Durant le combat, Manny se prend un headshot, mais Abby arrive à se débarrasser de Tommy tombant dans l'eau. En gros, impossible de savoir comment Jesse et Tommy ont bien pu se retrouver, dommage de ne pas l'avoir expliqué. Abby et Yara trouvent un petit bateau direction l'île des Scars. Une fois arrivés sur place, on voit au loin toute l'armée des Wolves débarquer également en bateau, profitant comme prévu de la tempête. On s'amuse de notre côté à jouer de cette attaque pour s'infiltrer doucement mais sûrement au petit village de la mère de Yara et Lev. Une fois arrivé à la casa, on tombe sur le cadavre de la mère de l'année qui voulait tuer son enfant pour ce qu'il est, regrettant sa Lily. Lev, un peu sous le choc, finit par prendre aussi la route. Malheureusement, en chemin, on tombe sur un petit groupe de Wolves. Yara se fait plomber. On fuit avec Lev pour finalement se faire rattraper par des Wolves menés par Isaac. Ce dernier qui veut absolument buter Lev alors qu'Ellie cherche à lui faire comprendre qu'il n'est plus avec les Scars et qu'il lui a sauvé la vie. Isaac a un moment d'hésitation avant de se lancer, mais Yara, la survivante des enfers, dans un second souffle à la Hulk Hogan et dans une discrétion digne d'Arya de Game of Thrones, pop littéralement le temps de plomber le beat d'Isaac avant que les Wolves ne se retournent sur elle pour littéralement vider leur chargeur sur elle. C'était horrible. Ultime fuite avec Lev où l'on tue à tour de bras des Wolves et des Scars jusqu'à la capitale pour trouver un moyen de se barrer de l'île. On finit en beauté sur un gros fight corps à corps avec un survivant des enfers aussi. Le mec a la bouche ouverte au couteau, se fait planter une flèche mais il est toujours chaud pour nous faire la peau le type. 2-3 coups de flèche à main nue dans la gueule et hop on décampe direction l'aquarium où malheureusement entre temps Ellie est passée. On trouve la carte qu'utilisait cette dernière, on débarque devant le théâtre. On vit la petite infiltration et on retourne à la fin du jour 3 d'Ellie. Cette fois-ci avec plus d'infos puisqu'on a Lev avec nous. On comprend mieux pourquoi Abby est si énervée contre Ellie. Elle vient de passer 3 jours absolument horribles. Tout son univers s'est écroulé et tous ses amis sont morts. Nora, Owen, Lev et Alice tués par Ellie. Manny tué par Tommy. Un 1v1 un peu chelou s'enclenche entre les deux femmes. Je sais pas vous mais j'ai trouvé que c'était un peu galère ce combat. Finalement Abby prend le dessus. Dina débarque de nulle part avec un couteau. Saute sur Abby. Lev s'invite aussi et lâche une flèche au niveau de l'épaule de Dina. Abby l'éclate, Ellie lui dit d'arrêter parce qu'elle est enceinte, ce à quoi Abby répond « Parfait ». Je vous rappelle qu'avant Ellie a tué une femme enceinte. Mais Lev s'oppose à l'exécution d'une femme enceinte du coup. Abby lâche Dina, se lève et dit à Ellie qu'elle ne veut plus jamais la voir. C'est-à-dire qu'Abby à la base venge son père, tue Joel mais épargne Ellie et Tommy. Ces derniers partent à leur tour en quête de vengeance pour Joel, l'homme qui a tué moult personnes pour Ellie, alors que même cette dernière ne lui pardonne pas de l'avoir sauvé, de l'avoir empêché de donner un sens à sa vie. Sur son passage, Ellie tue les amis d'Abby, que ce soit Nora, Owen ou Mel, et Tommy, Manny. Abby, à son tour, repart en quête de vengeance au théâtre, mais grâce à Lev qui lui met un stop, elle se relève et souhaite simplement ne plus jamais revoir Ellie. Abby a tout perdu, Ellie a toujours son tonton Tommy, sa femme et leur enfant. Déjà, rien qu'à la base, là où Abby épargne Ellie et Tommy, est-ce qu'à l'inverse, Ellie aurait épargné le reste du groupe d'Abby après l'avoir tué? Et en allant plus loin, en impliquant par exemple Joel, est-ce que Joel aurait épargné des gens? Je ne pense pas. Plusieurs mois après les événements de Seattle, on retrouve Ellie dans une maison dans la prairie, vivant avec Dina et leur enfant Jesse Jr. On vit une petite journée du couple en mode scène prologue, un peu comme la fin de Uncharted 4. On sent qu'Ellie reste quand même assez perturbée par ce qu'il s'est passé à Seattle, et là Tommy vient en visite à la maison, une sale gueule, très faible mais pas mort. Il n'est pas venu par simple courtoisie, il est venu aussi avec des infos sur Abby, et il débite qu'Ellie avait promis qu'elle la tuerait, que lui il ne peut pas partir après elle. Dina passe Junior à Ellie et embrouille Tommy. Sauf que durant la nuit, Ellie se réveille, descend, prend sa guitare, joue et hop, flashback. On se retrouve à la soirée avant la journée où Joel meurt.
C'est la fête à Jackson, Ellie discute avec Jessie, Dina débarque et prend Ellie avec elle pour danser sur la piste. Elles finissent toutes les deux par s'embrasser devant tout le monde. Et bien sûr, le vieux Seth vient leur faire une réflexion en mode « Vous embrassez pas ici, il y a des enfants ». Il les provoque, Ellie va sur lui quand Joel débarque, envoie chier le Seth, défend sa fille quoi. Mais cette dernière l'envoie chier à son tour. Retour au présent, Ellie prend la décision d'y retourner, de finir ce qu'elle n'a pas su faire à Seattle en gros. Et cette fois-ci avec plus d'handicap, sans aucune aide supplémentaire, pas de Jessie, pas de Dina, pas de Tommy pour l'épauler au cas où. On switch et on contrôle Abby dans une rue de Santa Barbara avec Lev. En effet, après Seattle, les deux ont visiblement choisi de suivre le plan d'Owen, à savoir retrouver les Lucioles. Leur piste les mène jusqu'à une maison où Lev trouve un passage menant à un sous-sol, où visiblement des personnes vivaient. Ils remettent le courant, utilisent une radio et rentrent en contact avec une Luciole qui leur donne rendez-vous à l'île de Santa Catarina. En sortant de la maison, Abby et Lev se font attaquer par les Crotales, un nouveau groupe de survivants visiblement très hostile puisqu'ils n'hésitent pas à éclater un enfant. On retourne à Ellie qui vient de découvrir le bateau utilisé par Abby et Lev sur la côte de Santa Barbara, remonte la piste jusqu'à une certaine rue où Ellie tombera dans un piège, pendue à l'envers par le pied, se plante le bas du bide avec un bout d'arbre pointu quand les Crotales qui avaient attaqué Abby et Lev débarquent. Ça vaut vraiment le coup de la ramener. Elle est pas si... Merde! Oh putain! Elle t'a mordu? Oh, non, j'ai rien. Oh, j'ai rien. Oh putain. Tu trouves ça drôle? Je crois que t'as chié dans ton froc. Ellie joue de la situation, donne un casse-croûte à sa pote la claqueuse et éclate la jambe de l'autre. Ce dernier lui dit où se trouve sa base et qu'il y a là-bas une certaine Abby au gros bras. Ellie remonte donc la ville jusqu'à la base des Crotales, ils utilisent aussi des chiens, sont tout aussi lourdement armés que les Wolves et ont même des casques qui empêchent de leur foutre des pleines têtes. Ils gardent captifs des humains comme des esclaves pour cultiver la terre et sûrement pour bien d'autres choses, mais ils utilisent aussi des infectés, certainement pour faire peur à ceux qu'ils capturent. Ces détails, on peut donc s'en servir contre eux et on va pas se mentir, c'est assez kiffant. On finit par atteindre le sous-sol du grand bâtiment où sont mis en cage les esclaves. Ellie les libère, demande où se trouve Abby. On arrive à la plage, plein de personnes attachées à des pylônes, assoiffées, certainement destinées à crever. On détache Abby et clairement cette dernière a pris un sale coup dans la gueule. Très amaigrie, les bras de Hulk ne sont plus là, les cheveux sont courts. Son premier réflexe est de libérer également Lev. Elle le prend dans ses bras et dit qu'il y a des bateaux plus loin. Avec Ellie, on suit Abby jusqu'au rivage où deux bateaux nous attendent. À ce moment-là, je me suis dit nice, Ellie va se rendre compte qu'elles ont toutes les deux beaucoup trop subi et que finalement la vengeance n'est plus utile. Abby a déjà souffert durant Seattle, a souffert encore plus ici avec les Crotales esclavagistes. Mais non, arrivée devant son bateau, elle regarde son sang et a un flashback du visage éclaté de Joel. Elle se retourne. Je peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Après tout ce qu'il s'est passé, après qu'Abby l'ait épargné 2 fois, elle insiste pour un combat alors que rappelons quand même que certes elle est blessée au bide, mais Abby elle a séché au soleil toute la journée, très faible physiquement, à bout, elle est devenue aussi maigre qu'Ellie, mais cette dernière en plus de ça commence le combat avec l'avantage d'avoir un couteau en main. J'ai eu un petit débat sur Twitter par rapport à l'équilibre du combat, clairement il n'est pas fair-play du tout. Ellie plante quand même 2 fois son couteau dans Abby en plus, à l'épaule et le haut de la poitrine droit. Abby se défend comme elle peut, bouffe 2 doigts à Ellie, mais cette dernière finit par la maîtriser. Elle est en train de l'étrangler tête sous l'eau quand un autre flashback survient. Cette fois-ci, Joel devant sa maison, guitare en main, le regard se tournant vers elle. À ce moment-là, elle lâche Abby, cette dernière s'en va au loin, Ellie assise sur l'eau dans le mal. J'ai vu pas mal de gens qui pensent que cette partie à Santa Barbara n'était pas vraiment nécessaire. Je trouve qu'elle est sympa, on a appris que les Lucioles sont toujours présentes, et si Ellie n'était pas venue à Santa Barbara, Abby et Lev seraient morts en fait. La seule chose que je trouve totalement conne et inutile là-dedans, c'est ce combat final entre Ellie et Abby. On retrouve Ellie 2 doigts en moins devant sa maison, sûrement plusieurs semaines après Santa Barbara. La maison est déserte, Dina ne l'a pas attendue et est sûrement repartie à Jackson. Ellie trouve sa guitare, joue et paf, flashback. Ellie retrouve Joel devant sa maison en train de jouer de la guitare. Il parle de ce qu'il vient de se passer à la soirée, qu'il n'était pas obligé d'intervenir, qu'elle pouvait se défendre. Il reparle aussi de l'hôpital, qu'elle ne peut pas le pardonner mais qu'elle veut bien essayer. Et Joel répond que ça serait bien. Tu sens dans cette discussion le père et sa fille qui se réconcilient doucement mais sûrement. Je m'attendais tellement à ce qu'ils s'enlacent, mais je suis peut-être trop sentimental pour Noggy Dog. Retour au présent, Ellie pose sa guitare près de la fenêtre. On a un plan qui zoome jusqu'à voir dehors. Ellie marchait
s'en aller de la maison. Fin. Clairement, cette dernière scène est là pour te dire qu'Ellie a finalement beaucoup perdu et se retrouve plus ou moins seule. Fin, certes, mais une fois revenu au menu du jeu, on voit clairement le bateau d'Abby et Lev amarré sur ce qui semble être l'île de Santa Catalina. Alors bien sûr que l'histoire de Last of Us 2 est simpliste comme le premier opus, mais c'est un enchaînement de quêtes de vengeance sous fond post-apo, la suite du premier où l'on suit toujours Ellie. On y a découvert aussi un nouveau personnage, Abby, mais aussi son duo avec Lev qui est clairement le miroir de Joel et Ellie. Ce n'est pas le seul miroir d'ailleurs, Ellie, Jesse et Dina sont un espèce de triangle amoureux, Abby, Owen et Mel le sont aussi. Les deux trios ont aussi une femme enceinte. Bon, il y a un trio qui prend plus cher que l'autre par contre, hein. Il y a beaucoup de détails dans le récit qui sont plus qu'appréciables. Chaque partie, chaque chapitre te donne envie de continuer, d'aller plus loin, de voir jusqu'où cette spirale de haine, de vengeance va aller. Et clairement, on est tenu en haleine jusqu'au bout. Et comme j'ai pu le dire plus haut, le combat final à Santa Barbara est clairement de trop. On n'en avait pas besoin. Ellie et Abby n'en avaient pas besoin. Ce combat n'ajoute rien. Au contraire, il retire 2 doigts à Ellie. Bon, peut-être que ça lui servira à se souvenir de ces moments-là de sa vie, où elle aurait pu faire mieux, quoi. Sur Twitter et YouTube, je vous ai demandé qui est-ce que vous aviez préféré dans le jeu entre Ellie et Abby. Au moment où j'écris ces lignes, sur Twitter vous avez été 26 pour Ellie et 18 pour Abby. Tandis que sur YouTube, les avis sont plus tranchés, avec 30% pour Abby et 70% pour Ellie. Clairement, c'est un résultat plus que téléphoné. Après tout, Ellie, on l'a suivi dans le premier opus, et on s'est attaché à elle en même temps que Joel. Forcément, la majorité des fans vont préférer Ellie. Cependant, mon avis, c'est qu'Ellie est allée beaucoup trop loin à Seattle. Dans les faits, Abby l'épargne 2 fois. Même après qu'Ellie ait tué son amour et l'enfant de ce dernier, rendez-vous bien compte de ce qu'a fait Ellie. C'est comme si Abby avait tué Jesse et Dina et l'enfant du coup. Malgré tout ça, Abby elle passe à autre chose. Et même avec tout ça pris en compte, Ellie n'a besoin que d'une visite de Tommy pour repartir sur les traces d'Abby pour en finir une bonne fois pour toutes. Bon, de base pourquoi pas, mais une fois que t'arrives chez les Crotales, que t'as pas mal morflé, mais que tu vois qu'Abby et surtout le petit Lev qui ont pris encore plus dans la gueule, bah tu les sauves et chacun part à son chemin. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. J'ai apprécié la partie avec Ellie, j'ai détesté voir Joel mourir, j'ai voulu venger sa mort comme Ellie, mais force est de constater que plus on avançait dans Seattle, et plus Ellie sombrait jusqu'à la fin du jour 3, où elle tue une femme enceinte, salement. Certes, elle ne savait pas, mais elle ne s'est pas défendue. Elle l'a clairement butée sans chercher à maîtriser la personne. Et une fois qu'on prend les 3 jours avec Abby, bah non seulement on comprend qu'elle était légitime pour se venger de Joel, mais qu'en plus c'est une fille bien, autant qu'Ellie en tout cas. On comprend sa colère en fin de jour 3. Il y a des gens pour dire « Oui, mais Ellie aussi a perdu tous ses proches dans le premier. » Ah d'accord l'artiste, mais tu me parles du jeu précédent là. Abby n'a rien à voir là-dedans. Tandis que là, Ellie tue les amis d'Abby. Alors clairement, Abby est encore une fois légitime pour se venger d'Ellie, ce qu'elle ne fait pas, encore une fois. Certes, elle était ultra motivée, quitte à tuer Dina pour anéantir Ellie, mais elle finit par écouter Lev et ne le fait pas. Clairement pour moi, Abby est le personnage de The Last of Us 2. J'aime beaucoup Ellie, hein, attention, elle reste le personnage principal. On finit l'histoire du jeu avec elle. J'espère qu'elle retrouvera Dina et Jesse Jr. malgré tout. Naughty Dog a pris énormément de risques avec cette histoire, avec ce second opus. Le fait de faire mourir Joel dès le début est clairement le plus gros risque pris par ce scénario, mais je trouve que sa mort est ultra bien traitée et nous suit tout au long de l'histoire avec les moult flashbacks qui permettent de nous faire comprendre pourquoi il a menti à Ellie, comment le karma lui est retombé dessus par rapport à ce mensonge qui a été, comme je le disais dans cette vidéo, central dans l'histoire. Ellie, après avoir appris la vérité, s'est un peu renfermée et a beaucoup rejeté Joel. C'est la veille de sa mort qu'elle se décidait enfin à essayer de lui pardonner. Non, franchement, ce second opus a fait clairement aussi fort que le premier. En plus de Joel et de sa mort, le jeu prend le risque de nous imposer un autre personnage qu'Ellie. Et quel personnage, puisqu'il s'agit quand même d'Abby, la tueuse, la femme qui tue Joel. On part avec un personnage qu'on déteste, mais qu'on comprend au fur et à mesure de l'histoire. Peut-être même qu'on apprend à l'apprécier aussi, hein. Personnellement, c'est mon cas, à tel point que je suis plus Team Abby que Team Ellie, très clairement. Et vous alors, vous êtes plutôt Team Ellie ou Team Abby? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Partez du principe très simple que Naughty Dog marche toujours par trilogie depuis les Crash Bandicoot. La seule exception qu'il y a eu à la règle, c'est Uncharted, et c'était pour ajouter un ultime opus à la saga. Donc à partir de ça, il est plus que certain que The Last of Us Partie 3 va sortir un jour. Reste à savoir quel jour, quelle année. Est-ce que le jeu sortira encore une fois en fin de vie de console PlayStation, ou est-ce qu'il sortira pendant la vie de la PS5? Qu'est-ce que vont être les évolutions dans le gameplay, etc. Bon, à la limite, ça perso, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que va nous raconter Last of Us 3.
3. Et à cette question, j'ai deux propositions. La première serait que l'histoire tourne autour de la suite des aventures d'Ellie, et la deuxième, la même chose mais avec Abby. Alors la première suite du coup, on retrouverait Ellie plusieurs années après la fin du 2, la relation avec Dina est plus ou moins tendue, mais elle continue chacun d'élever Jesse Jr. qui a maintenant 14 ans, l'âge qu'avait Ellie dans le premier jeu. On suivrait donc l'évolution des personnages, avec pourquoi pas une ville de Jackson encore plus grande, ou bien avec les villes voisines nettoyées elles aussi, le monde n'aurait plus autant d'infectés partout dans les villes et dans la nature. Un soir, Jackson se fait attaquer par un grand groupe militaire, un regroupement de ceux qui s'amusent à contrôler les villes tout en employant les lois martiales comme ceux de Boston, pourquoi pas. Ça serait hyper intéressant, profitant du fait que les infectés sont de moins en moins nombreux pour revendiquer des territoires, un peu comme le feraient des militaires dirigés par un dictateur. Durant cette attaque, bien évidemment, des malheurs surviennent, comme pourquoi pas les morts de Tommy et ou de Dina, histoire de motiver Ellie pour un ultime combat à la John Rambo, accompagné bien sûr du petit Jesse Jr., tout aussi motivé que sa maman pour tout niquer. Comme les opus précédents, on partirait sur un scénario des enjeux très simples, mais qui serait traité de façon intense et surtout intéressante. Je trouve qu'un monde qui a presque plus d'infectés peut être une bonne idée. Un jeu finissant pourquoi pas sur le dernier des nôtres, à savoir Jesse. Ellie s'étant pourquoi pas sacrifiée pour lui comme l'aurait fait Joel à sa place pour elle. Deuxième suite, cette fois-ci on suivrait la suite des aventures d'Abby et Lev. On débuterait le jeu sur l'arrivée des deux sur l'île de Santa Catalina, rejoignant les Lucioles. Time jump d'environ 4-5 ans, Lev a presque 20 ans et Abby aurait repris du poil de la bête en mode warrior. Les deux sont devenus donc des membres indispensables des Lucioles et continueraient de combattre des milices dans les grandes villes qui s'amusent à contrôler les villes plutôt qu'à les protéger, mais aussi continueraient toujours à trouver le moyen de fabriquer un vaccin, histoire d'éradiquer pour de bon l'infection qui a détruit le monde. On débuterait par de simples missions pour finir par trouver un nouveau médecin capable de fabriquer ce vaccin. Abby dévoilerait aux Lucioles qu'elle connaît une personne immunisée, à savoir Ellie, et chercherait donc avec des Lucioles à rejoindre Jackson pour retrouver cette dernière. On aurait toujours un scénario simple de base, mais avec des phases intenses, bien ficelées. Bien évidemment, les choses ne se passeraient pas comme prévu. On aurait pourquoi pas, comme le second opus, l'occasion de jouer Ellie et Abby à tour de rôle, avec pourquoi pas un ennemi commun pour rapprocher les deux personnages. Ce qui est sûr pour moi, c'est que la fin de ce second opus nous tisse quand même pas mal les Lucioles, et la survie d'Abby et Lev nous donne des personnages parfaits à suivre pour un prochain jeu. À voir dans le futur ce qu'on aura comme infos supplémentaires, le jeu est encore tout frais, j'ai sans doute loupé plein de détails qui pourraient mener à d'autres pistes, d'autres théories. Si jamais une ou plusieurs théories intéressantes sur Last of Us 3 pop, je me ferai un plaisir de les traiter en vidéo. En attendant, je vous invite à venir en commentaire pour également donner vos théories, vos envies pour le prochain jeu. A noter que ce sera le dernier opus d'une trilogie, donc il y aurait pas mal de matière à exploiter pour conclure l'histoire. The Last of Us Part 2 a pour moi rempli sa mission, à savoir donner une suite à la hauteur du premier jeu. Que ce soit au niveau du gameplay, du côté horreur de l'histoire, je trouve qu'on a passé un cap. Les niveaux du jeu étaient encore plus grandioses, on a eu le droit à des endroits impressionnants, à des scènes d'action qui si un jour sont adaptées au cinéma ou par exemple sur la série HBO, feraient sans doute partie des meilleures scènes d'action zombies. Bien sûr, je pense évidemment à la horde dans la neige avec Abby, Joel et Tommy au début, mais aussi celle dans le métro avec Ellie et Dina qui était tout aussi effrayante et impressionnante puisque dans le noir. Limite, ça m'a fait un peu penser à 28 semaines plus tard. Tout ça pour dire que c'est un jeu que j'attendais et que venant de Naughty Dog, je savais que je ne serais pas déçu. Bien sûr, le jeu n'est pas parfait, aucun jeu n'est parfait, n'en déplaise à certains, mais les qualités du jeu sont là et compense largement les défauts. Normalement, il n'y aura pas de DLC, ce que je trouve dommage. Le premier en avait un, ça aurait été sympa d'en avoir un aussi sur ce second opus. Quoi qu'il en soit, j'espère que comme moi, malgré les moments de stress intenses, vous avez apprécié ce nouvel opus. Si au contraire vous avez un avis plutôt négatif, venez en commentaire pour donner vos arguments, votre vision, histoire d'avoir un débat constructif. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si à raison que vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, venez me suivre sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis aussi sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.